Au sommaire de cette édition, une cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de la première promotion de l'église évangélique Trône de la Grâce a été organisée ce dimanche 16 avril. Cameroun, plaidoyer des défenseurs des droits de l'homme pour libérer Ahmed Abba. Au Nigeria, lutte contre la corruption. À l'international présidentiel, de nombreux Français indécis et désabusés. Mesdames et messieurs, merci de rester toujours connectés sur The Blessing Channel. Ouvrons ce journal avec l'actualité chrétienne. Dans le cadre de la fête de la Pâque, l'église du Plein Évangile 6 à Abidjan 2 Plateau a organisé un grand concert le lundi 17 avril 2017. Voici un compte rendu de ce concert. L'église du Plein Évangile des 2 Plateaux a organisé dans le cadre de la célébration pascale un concert dénommé 100% pour Jésus. C'est le groupe musical de l'église du Plein Évangile de Marcory qui offre les premières sonorités de ce concert. D'autres groupes musicaux et chantres tels que Francis Adjeboye et Boniface font montre de talent devant un peuple en effervescence. Et pour donner du poids à ce concert, une exhortation sur le sens de la Pâque a été faite par le pasteur principal, Georges Appia. Il nous donne ici les raisons de l'organisation d'un tel concert. J'ai compris par la révélation du Seigneur que la Pâque est une institution divine. C'est la première fête que Dieu lui a instituée et qui marque la libération du peuple d'Israël et de l'Église de Dieu. Parce que l'Éternel nous demande de commémorer cela et d'enseigner cela à nos enfants, nos petits-enfants. Et pour nous chrétiens, pour nous Église de Dieu, le mois dans lequel nous sommes constitue le premier mois de l'année. Si l'Éternel demande de perpétuer cela, ça veut dire que cela a un sens. Et que pour tout chrétien qui le sait, pour toute église qui a la révélation de cet événement-là et qui le célèbre, qui le prépare, parce que l'Éternel dit que cela se prépare. 100% pour Jésus a été une réussite grâce à l'implication massive de toute la jeunesse. En témoigne son président. Nous sommes associés à cette festivité avec le groupe musical parce que nous avons, dans un premier temps, jugé utile de célébrer l'Éternel en ce jour férié où nous n'avons pas vaqué à nos occupations professionnelles et ensuite égayer aussi le peuple de Dieu. Trouver un moment de joie et de partage pour le peuple de Dieu. Et donc c'est ce qui a valu aujourd'hui cette manifestation et nous croyons que nous avons les objectifs ont été atteints, tous les attentes ont été remplis puisque le peuple de Dieu s'est amusé. C'est dans une atmosphère joviale que s'est achevée cette belle fête. L'église évangélique Trône de la Grâce internationale a procédé ce dimanche 16 avril 2017 à une remise de diplôme aux étudiants de sa première promotion. La cérémonie a donné lieu à des moments de réjouissance. À l'occasion de la Pâque, les fidèles de l'église évangélique Trône de la Grâce internationale ont célébré le Tout-Puissant à travers un culte spécial le dimanche 16 avril 2017. Moment de réjouissance, de fraternité et aussi de partage de la parole. Les fidèles ont alors répondu nombreux à l'appel de leur leader. Ce temps de célébration a été symbolisé par des temps de louange. Pour la nourriture spirituelle qu'est la parole de Dieu, le soin a été laissé au pasteur Charles Nguessan qui était l'orateur principal de cette cérémonie. Dieu connaît quel danger, quelle obstruction, quelle opposition allons-nous rencontrer lorsque nous manquons de connaissance de la parole de Dieu. Osez dire, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque fois que nous expérimentons une destruction au niveau financier, cela est lié à notre degré de violence. Chaque fois que nous expérimentons un manque, une destruction
la suite de cette belle ambiance, une articulation très importante de ce bon culte, c'est la remise des diplômes, moment mémorable pour les récipiendaires. Alléluia. En Afrique, les 100 premiers jours du président Nana Akufo-Addo à la tête du Ghana sont satisfaisants. Selon le bilan fait par le vice-président, face à la presse, il est revenu sur la gestion des affaires sociales et des 110 ministres de son gouvernement. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a passé en revue les 100 premiers jours de son accession au pouvoir. Un bilan du programme d'action qu'il s'est assigné pour le pays, jugé plutôt satisfaisant par le chef de l'État. En effet, lors d'une conférence organisée ce lundi 17 avril dans un hôtel de la ville d'Accra, la capitale, le vice-président Dr Mahamadou Bawumia a fait état de 103 promesses de campagne réalisées en 100 jours par le gouvernement du président Nana Akufo-Addo, élu le 7 décembre 2016. De l'indépendance en 1957 à la fin de l'année 2016, le total des réserves étrangères du Ghana s'élevait à 6 milliards de dollars. En moins de 100 jours, nous avons augmenté ces réserves de 6 milliards à 8 milliards. Les gens font beaucoup plus confiance à l'économie et on constate le retour à la stabilité du taux de change du dollar ghanéen. Des réalisations sur le plan économique notamment, mais également dans le domaine de la santé et de l'éducation. En effet, les dispositions ont été prises pour que les études au lycée soient gratuites à partir de la rentrée de septembre 2017. Dans le domaine de la santé, durant ces 100 derniers jours, nous avons reçu l'approbation pour employer 11 000 stagiaires qui ont obtenu leur diplôme entre 2012 et 2016. Nous avons également réduit le coût des frais d'admission pour la formation en soins infirmiers de 160 à 100 dollars ghanéens. Nous avons aussi rétabli l'allocation mensuelle qui leur sera attribuée et qui entrera en vigueur dès le mois de septembre 2017. Dans l'ensemble, l'initiative de cet événement, lors duquel le gouvernement en place a pu faire un bilan de ses 100 premiers jours d'activité, a été bien accueilli par la presse ghanéenne. Cependant, pour le Congrès démocratique national, principal parti de l'opposition et de l'ancien président John Dramani Mahama, cet événement n'était qu'une simple rhétorique destinée à détourner les Ghanéens des véritables problèmes qui minent la nation. Au Cameroun, la mobilisation se poursuit pour la libération du journaliste camerounais de RFI, Ahmed Abba. Le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale réclame l'abandon de toutes les poursuites judiciaires. À 2 jours du verdict de la justice camerounaise concernant le cas d'Ahmed Abba, le correspondant en langue Haoussa de RFI, poursuivi notamment pour complicité de terrorisme et contre qui il a été requis la peine de mort, des défenseurs des droits de l'homme réunis ce mardi à Douala ont appelé à sa libération. Nous réclamons non seulement la libération pure et simple, mais l'abandon de toutes les poursuites judiciaires parce que le dossier n'a rien. Et la réparation parce qu'il a subi les tortures à la DGR pendant plus d'1 mois. Il a été torturé, tout le monde le sait, avec des blessures. Il est traumatisé, il a un traumatisme psychologique. Pour le média qu'il emploie, le commissaire du gouvernement a, je cite, réclamé la peine de mort, alors que la loi ne prévoit pas de réquisition de peine avant une éventuelle reconnaissance de culpabilité. Une posture également décriée par certains de ses confrères camerounais. De quoi qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? C'est d'autant plus qu'il parle en langue Haoussa. Il faut bien que les faits de son inculpation soient établis. Il s'agit là d'un cas flagrant d'atteinte à la dignité personnelle. Un cas de torture pratiquement parce que le gars est pratiquement défiguré. On ne peut plus le reconnaître, il est méconnaissable. Victime de la loi antiterroriste en vigueur depuis 2014 au Cameroun, Ahmed Abba aurait, selon les autorités, collaboré avec des islamistes de Boko Haram. Il a toujours clamé son innocence. Un tour au Nigeria, la lutte contre la corruption se poursuit. 205 agents électoraux sont poursuivis devant la commission des crimes économiques et financiers pour avoir accepté des pots de vin pour manipuler le résultat des élections. Le réseau ouest-africain des observateurs ne sera plus sollicité ni impliqué dans les élections au Nigeria. Et pour cause, 205 de ses membres sont accusés d'avoir accepté près de 9 millions d'euros de pots de vin pour influencer le résultat du vote lors des élections générales de 2015. La commission des crimes économiques et financiers a été saisie.
Une enquête est en cours. Il y a une tentative claire de soudoyer le personnel de l'INEC pour influencer le résultat des élections générales de 2015 via une ONG. Le réseau ouest-africain des observateurs électoraux, composé principalement de fonctionnaires retraités de l'INEC, WANEO et ses principaux promoteurs sont immédiatement placés sur une liste noire. Sur liste noire et suspendus de leurs fonctions le temps de la procédure. D'ici là, ils ne percevront que la moitié de leur salaire et 70 d'entre eux feront l'objet d'une enquête plus approfondie pouvant mener à d'éventuelles poursuites. Si à un moment donné on constate que l'ampleur de la fraude est telle que ça pourrait remettre en cause la sincérité et la crédibilité du vote, alors là il y a un fort problème aujourd'hui sur la légitimité des autorités issues de ces élections, notamment le président de la République et le gouvernement qui l'a mis en place. Mais pour l'heure, aucune information n'a été communiquée sur les partis politiques impliqués ou sur les scrutins concernés. S'agit-il des élections gouvernementales ou des élections présidentielles et surtout, y a-t-il eu un impact sur le résultat des votes? Autant de questions auxquelles la Commission des crimes économiques et financiers devra apporter des réponses. En Tunisie, une chaîne de télévision privée est accusée d'avoir été corrompue pour diffamer une ONG. Selon l'ONG, cette action vise à saper le travail de l'organisation dans le domaine des droits de l'homme. En Tunisie, l'univers des médias est secoué par un scandale de corruption. Une chaîne de télévision privée est accusée d'avoir pris de l'argent pour dénigrer le travail de l'ONG e-Watch. Lors d'une conférence de presse, le président de l'ONG a réagi sur ces agissements, mettant à l'index les relations troubles entre médias et argent dans la presse tunisienne. Je pense que le but est de salir la réputation des membres d'iWatch, de salir notre image auprès des Tunisiens, que l'on nous colle le mot de traître et agent afin que le peuple tunisien, lorsqu'iWatch le confronte à des accusations de corruption, dise de nous que nous avons un agenda caché. La polémique a éclaté dimanche soir avec la divulgation d'un enregistrement audio. Dans cette séquence, une voix qui semble être celle de Nabil Karoui, ex-président de l'une des principales chaînes de Tunisie, exige que soit salie la réputation des membres de l'ONG avec des informations bidons. Aujourd'hui, ce qui est compris, c'est que les médias en tant que quatrième pouvoir vont être mis en doute. Il y a un danger pour la démocratie, un danger pour le sens de la citoyenneté en Tunisie, un danger pour les institutions de l'État si cela continue. La chaîne en question n'a fait aucun commentaire sur ces accusations. Le syndicat national des journalistes a pour sa part condamné les propos attribués à M. Karoui, qui n'ont rien à voir avec le journalisme et son éthique. Les réfugiés rwandais vivant à Brazzaville au Congo n'entendent pas rentrer dans leur pays alors qu'ils risquent de perdre leur statut de réfugiés. Les réfugiés rwandais craignent pour leur sécurité une fois dans leur pays. Suivez. Les plus de 10 000 réfugiés rwandais perdront leur statut après le 31 décembre 2017, date butoir décidée par le Haut Commissariat aux réfugiés et les deux parties congolaises et rwandaises. D'ores et déjà, ces réfugiés en majorité de l'ethnie Hutu sont soumis à 3 possibilités, le rapatriement volontaire, l'intégration locale et la demande d'exception. Ça fait 20 ans que nous sommes ici, bien que nous sommes contraints à repartir. Chacun a demandé son choix, mais on ne sait pas si la réponse sera positive à tout le monde. Il y a pas mal de critères qui sont aujourd'hui établis par le pouvoir en place, qui nous mettent en danger. Parce que aujourd'hui, si j'arrive au Rwanda, je serai obligé de demander pardon pour des péchés que je n'ai pas commis. Et donc, c'est ce nombre de critères qui font qu'aujourd'hui, les réfugiés rwandais n'ont pas seulement peur d'y retourner, mais aussi de prendre le passeport rwandais. Les réfugiés rwandais installés en République du Congo craignent en effet des représailles des autorités rwandaises. Victimes de la crise liée au génocide rwandais de 1994, ils comptent sur la pression de la communauté internationale pour l'instauration d'une paix véritable. Je pense que la paix est possible parce qu'on ne peut pas dire que ça va rester comme ça. Donc un jour ou l'autre, ça va changer. Mais ça dépendra toujours de la pression internationale, ça dépendra des dirigeants du pays. Donc ça peut changer. Notons que la clause de cessation du statut des réfugiés rwandais en République du Congo avait été arrêtée au 30 juin 2013. Ces derniers vivent ainsi grâce à un prolongement de ce statut qui expire officiellement le 31 décembre 2017.
Survolons à présent le continent africain pour l'international, l'élection présidentielle française risque de connaître un fort taux d'abstention. Selon une étude, plus d'un tiers des inscrits sur les listes électorales se disent incertains d'aller voter. D'autres sondages indiquent qu'une large majorité de Français sont déçus par la campagne. La politique qui va mal en ce moment. On entend tout et n'importe quoi et aller voter, oui je vais aller voter, mais pour qui? Je suis incapable de vous dire. J'attends franchement plus rien du politique. J'ai voté la dernière fois mais ça ne change rien. C'est pour ça que j'aime pas voter. Je suis déçu de ce paysage politique où sans arrêt il y a affaires, magouilles, continuelles. Donc on ne peut plus faire confiance à personne actuellement. J'étais un fidèle de Sarko, donc par défaut je suis obligé de rester dans mes convictions, mais je pense que ça va être très compliqué. Ouais. Je suis vraiment très indécis par rapport aux affaires Fillon qu'il y a eu. Il n'y en a aucun qui donne envie de voter pour lui. Et donc, je sais pas. On va voter blanc peut-être. Ça va être compliqué, ça va être pas simple cette élection présidentielle de savoir pour qui voter. Ce que me propose Benoît Hamon, moi ça m'interpelle pas. Je verrai déjà qui va rester au dernier tour. Je vais voter pour le moins pire. À ce jour, je ne suis pas d'accord avec grand monde. Ce que me propose Mélenchon, pareil. Je suis noir, on vit une discrimination dans ce pays et puis il n'y a aucun candidat qui parle pour nous. Je ne me sens pas représenté là-dedans. Emmanuel Macron. Le choix du cœur, ça serait plutôt Mélenchon, mais le choix de la raison, ça serait plutôt Macron. Voilà. Donc on va essayer d'arbitrer en fait entre ces deux. Les politiques laissent tout faire depuis des années. Dans chaque candidat, il y a des choses qui sont bien, mais après, le tout fait pas de eux le candidat idéal, quoi. Donc pour moi, il n'y a aucun candidat idéal. Ils sont dans leur fauteuil doré, puis ils n'en ont rien à foutre de nous. Non, il n'y a rien qui me fait dire je vais voter pour toi. Non. Voter à droite, voter à gauche, ça sert à quoi maintenant? Vous allez voter ou pas? Non, j'ai même plus envie de voter. Ils sont tous pareils dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça que je ne vais pas voter. Donc je ne vais pas perdre du temps pour être à la fin dégoûté et déçu. J'ai voté avant pour la gauche, pour la droite et en fin de compte, j'ai jamais été contente. J'ai jamais été contente de leurs faits, etc. Surtout pour Hollande. Je vote Macron, j'ai toujours voté gauche. J'ai voté Hollande, il l'a trahi, c'est tout. Que ce soit la droite ou la gauche, que ce soit le Front National, je crois qu'ils sont tous dans le même pot, oui, pour moi. Donc, quelle est votre préférence? Moi, le Front National. La justice française a demandé au Parlement européen la levée de l'immunité de Marine Le Pen, visée par une enquête sur des soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires du Front National FN. Marine Le Pen ne sera-t-elle bientôt plus protégée par son immunité parlementaire? C'est en tout cas ce que demandent les juges qui enquêtent sur les soupçons d'emploi fictif du Front National au Parlement européen. À ce stade, 2 personnes sont mises en examen pour recel d'abus de confiance. Catherine Griset, à la fois chef de cabinet de Marine Le Pen, est payée pendant 6 ans comme assistante parlementaire à Bruxelles. Et Charles Ourcade, lui aussi embauché au siège du Front National à Nanterre, tout en étant assistant parlementaire. Ce matin, sur France Info, Marine Le Pen minimise cette demande des juges. C'est la procédure qui est tout à fait classique, je ne suis pas étonné. Vous n'allez pas, on aurait pu s'y attendre, dire ça tombe pas par hasard, c'est maintenant, c'est pour me nuire, vous ne le ressentez pas comme ça? Non, je pense que c'est la procédure normale. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir répondu à la convocation des juges? Non, on ne va pas revenir là-dessus. Non, vous ne regrettez pas? Non, mais on a fait 2 mois dessus. Vous ne regrettez pas? On est à 8 jours de l'élection, pas du tout. Vous ne regrettez pas? Non, absolument pas. Compte tenu des délais de transmission des documents, la levée de l'immunité parlementaire ne pourra de toute façon pas intervenir avant le premier tour des présidentielles. Marine Le Pen a déjà vu à 2 reprises son immunité levée. Les procédures avaient alors pris entre 1 et 3 ans. Au Royaume-Uni, la présidentielle française favorise de nombreux paris. Le montant des paris sur ce scrutin avoisine les 1,2 million d'euros, alors que l'issue de l'élection pourrait déjouer tous les pronostics. Au Royaume-Uni aussi, les regards se tournent vers la France à l'approche de la présidentielle. Pour beaucoup, ce n'est pas l'enjeu politique qui est scruté à la loupe, mais l'opportunité de remporter un pari. Les Britanniques devraient miser plus d'1 200 000 € sur cette élection, dont l'issue pourrait bien déjouer tous les pronostics.
Si vous regardez les deux derniers événements, l'élection de Trump aux États-Unis ou le Brexit, on ne les avait pas prédits et pourtant c'est arrivé, ça pourrait se reproduire. Les gens ne se contentent pas de parier quelques euros sur la présidentielle française. Une personne a par exemple misé 35 000 euros sur Marine Le Pen, mais la candidate d'extrême droite n'est pas la favorite des bookmakers. Ici au Royaume-Uni, ils préfèrent Emmanuel Macron. Au-delà des paris, l'intérêt pour le scrutin est parfois limité, même à Londres où le oui au maintien dans l'Union européenne l'a emporté. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? La politique ne m'intéresse pas du tout. Avec Trump et le Brexit et tout ce qui se passe, vous intéressez-vous davantage aux élections en France ? Pas au scrutin en France, pas du tout. C'est un événement politique important vu ce qui se produit en Europe. Certains attendront avec attention le dénouement du scrutin, y compris ceux qui espèrent remporter des gains grâce à un résultat inattendu. La spéculation immobilière fait rage dans la très prisée banlieue de Moscou. Mais face à l'appétit des promoteurs prêts à raser des centaines d'hectares de forêt et des villages entiers, la résistance s'organise. Cette forêt est peut-être sur le point de disparaître. 103 hectares de carte postale au nord-est de Moscou qui pourraient bientôt faire place à 30 immeubles de 17 étages. Le méga-projet a été déclaré illégal par la justice locale, mais d'après les riverains, le chantier n'a pas été réellement interrompu. Maria a emménagé ici il y a 1 an pour fuir la pollution urbaine. Elle se sent aujourd'hui impuissante. Dans cette forêt, chaque arbre nous est cher. Ici, nous avons des lacs, des sentiers. Les gens viennent pour marcher avec leurs enfants, leurs animaux. C'est un endroit pour le loisir, la détente et l'air pur. C'est un endroit important pour nous. Maria n'est pas la seule à voir son rêve couler dans le béton. Rien que l'an passé, près de 9 millions de mètres carrés de logements ont été livrés aux alentours de Moscou. La majorité des constructions concernent des grands ensembles qui permettent de rentabiliser le coût élevé des terrains. Une manne financière bienvenue pour les autorités locales. La construction immobilière est un secteur qui rapporte beaucoup. Pas seulement aux investisseurs, mais également aux autorités locales. Même si l'on exclut la corruption, qui est fréquente, ces projets remplissent les budgets locaux avec des impôts et ils en ont besoin. La forêt, elle, n'intéresse personne. La priorité pour le gouvernement régional, c'est plutôt de répondre aux besoins croissants de nouveaux logements. Cela fait longtemps que la région de Moscou est leader dans le domaine de la construction immobilière. Mais notre principal objectif n'est pas d'urbaniser le plus de territoire possible. C'est plutôt de résoudre des problèmes comme celui de reloger les gens qui vivent dans des habitats insalubres. Avec 12 millions d'habitants, la capitale russe est déjà surpeuplée et manque de terrain libre pour de nouvelles constructions. Le grignotage des forêts et des fameuses datchas russes autour de Moscou risque donc de se poursuivre. Depuis que les forces irakiennes ont repris le contrôle de Mossoul, les antennes paraboliques fleurissent sur les toits des quartiers libérés. Sous l'occupation, il était interdit de regarder la télévision par satellite. C'est un commerce qui fleurit dans les quartiers est de Mossoul. Depuis l'expulsion en janvier du groupe État islamique de cette partie de la ville, les habitants réinstallent peu à peu des antennes satellites. Regarder la télévision était interdit par les djihadistes, mais désormais Ali, 16 ans, passe ses journées à monter les antennes qui seront vendues dans le quartier. On vient le matin et on prépare les antennes ici. Et quand on a terminé, on les met dans un sac et on va chez le client. Et le lendemain, même chose. Les gens viennent ici pour les acheter. Dans les rues de Mossoul-Est, les antennes prennent de plus en plus de place sur les trottoirs. Mais les habitants continuent d'avoir peur après 2 ans et demi sous le contrôle permanent de l'EI. Les djihadistes venaient et fermaient les magasins. Ils les examinaient un par un pour être certains qu'on ne vende rien. Ils surveillaient les gens qui avaient des antennes. Ceux qui en avaient étaient fouettés ou arrêtés. Aujourd'hui, Mohamed installe une nouvelle antenne sur le toit d'une maison familiale. Il les achète au marché noir et revend les moins chers pour environ 8 €.
Malgré la concurrence féroce, il n'a pas une minute à lui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de demandes. Il y a la queue. Les gens ne peuvent pas installer leur antenne seuls. Ils ont besoin qu'un employé vienne l'installer pour eux. Sous contrôle de l'EI, les habitants de Mossoul-Est ont vécu coupés du monde. Aujourd'hui, le groupe ne contrôle plus que 7% du territoire irakien et la télévision fait son retour, avant même l'eau courante. Terminons ce journal en sport. Le Real Madrid, l'Atlético Madrid, la Juventus de Turin et l'AS Monaco sont les clubs qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Europe de football. La Juventus de Turin a éliminé le FC Barcelone quand Monaco a sorti le Borussia Dortmund. Le Real Madrid a tremblé, mais le Real Madrid s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Une qualification après une victoire 4-2 face au Bayern Munich. À l'aller, les Espagnols s'étaient imposés 2-1 en Allemagne. À Madrid, c'est pourtant le Bayern qui ouvre le score avec Lewandowski. Ronaldo égalise avant un but contre son camp de Ramos. C'est un carton rouge pour Vidal. En prolongation, Ronaldo inscrit de nouveaux buts, portant son total à 101 en Ligue des Champions. Asensio clôt le spectacle. Le Real est le premier club à atteindre 7 fois de suite les demi-finales de la Ligue des Champions. Il sera accompagné par l'autre club de Madrid, l'Atlético, a fait match nul 1-1 sur la pelouse de Leicester après s'être imposé 1-0 à l'aller. En Angleterre, c'est Saúl Ñíguez qui ouvre le score pour les Espagnols. Jamie Vardy lui répond à l'heure de jeu, mais Leicester devait marquer 2 autres buts pour se qualifier. Fin de l'aventure pour les Anglais, l'Atlético est dans le dernier carré pour la 3e fois en 4 ans. La Juventus Turin est en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Italiens n'ont pas tremblé à Barcelone où ils ont fait match nul 0-0. Victorieux 3-0 à l'aller. Ils ont muselé l'attaque catalane au retour car si les hommes d'Enrique ont frappé 17 fois but, ils n'ont cadré qu'un seul tir quand la Juve en cadrait 4 sur 12. Pour la 8e fois en 10 matchs de Ligue des Champions cette saison, la Juventus Turin n'a pas encaissé de but et prend sa revanche après la finale perdue face au Barça il y a 2 ans. La Juve sera accompagnée par Monaco dans le dernier carré stade de la compétition que la SM retrouve pour la première fois depuis 2004. Et comme on pouvait s'y attendre, il y a eu des buts face à Dortmund. Dès la 3e minute, Mbappé lance les Monégasques, la pépite tricolore imitée à la 17e par Falcao. En seconde période, Reus réduit l'écart pour Dortmund avant un dernier but pour la SM grâce à Germain. Après son succès 3-2 en Allemagne, Monaco s'impose 3-1 à domicile. C'est ici que nous refermons cette page. Merci de nous avoir suivis et demeurez toujours dans la prière. À bientôt.